Parmi les événements qui ont changé et impacté à jamais l'histoire de l'Europe et du monde, il y a bien évidemment eu la Renaissance. Cette période de renouveau culturel, artistique et intellectuel qui s'étend du XIVe au XVIe siècle marque une rupture fondamentale avec le Moyen-Âge et constitue un moment charnière de l'histoire de l'Europe. Ce mouvement a pris naissance en Italie avant de se diffuser progressivement dans le reste du continent. Pourquoi l'Italie a-t-elle été le berceau de ce renouveau ? Cette question centrale pour comprendre l'essor de la modernité nous invite à examiner les facteurs historiques, économiques, culturels et géographiques qui ont permis à la Renaissance de fleurir dans la péninsule italienne. On le verra, on s'attachera à démontrer que la Renaissance a pris naissance en Italie grâce à un ensemble de conditions propices, telles que l'héritage de l'Antiquité, mais attention, il n'y a pas que ça. Nous analyserons ces facteurs en profondeur pour expliquer pourquoi l'Italie a été le foyer initial de ce mouvement. Alors en premier abord, il y a eu l'héritage de l'Antiquité, une source d'inspiration directe. L'Italie, berceau de l'Empire romain, abritait des vestiges tangibles de l'Antiquité. Temples, statues, manuscrits et ruines architecturales. Ces éléments physiques ont joué un rôle majeur en tant que source d'inspiration pour les artistes et les intellectuels de la Renaissance. Le Colisée par exemple, le Panthéon et les fresques antiques constituaient un lien direct avec un passé glorieux. Ce contexte unique a également nourri une fascination collective pour la grandeur de l'Antiquité. Il y a également la redécouverte de textes classiques, des manuscrits, des philosophes. Vous les avez étudiés, Platon, Aristote, Cicéron ? Vous les connaissez un petit peu ou il faut que je fasse une vidéo là-dessus? Dites-le moi, Mais en tout cas, ils ont été redécouverts dans les bibliothèques monastiques. Ces textes, souvent oubliés au Moyen-Âge, ont été traduits et diffusés grâce au travail des humanistes italiens. Pétrarque, souvent considéré comme le père de l'humanisme, a joué un rôle majeur dans cette redécouverte, suscitant un regain d'intérêt pour les idéaux et les valeurs de l'Antiquité. Sinon, on a le rôle des écoles et des universités. Les universités italiennes, comme celles de Bologne et de Padoue, étaient des centres d'études classiques. Elles ont joué un rôle crucial dans la transmission et la réinterprétation des savoirs de l'Antiquité. De plus, l'établissement d'académies comme l'Accademia Platonica, à Florence par exemple, a permis à des penseurs influents de se réunir pour débattre et approfondir leur compréhension des textes anciens. Bien les comprendre, bien les analyser, et ensuite prendre exemple sur cet antique, cet âge d'or en quelque sorte. En deuxième point, on a également la prospérité économique des cités-États. On l'avait vu dans une ancienne vidéo, comment les cités italiennes avaient été autant fragmentées. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Il y a eu un développement et du commerce et des finances. Les cités-États italiennes comme Florence, Venise, Milan et Gênes, j'imagine que vous les voyez sur la carte, normalement vous les voyez, qui étaient des plaques tournantes du commerce européen. Leur prospérité économique a permis l'émergence d'une bourgeoisie marchande, riche, capable de financer les arts et les sciences. Venise, avec ses routes maritimes, était le point de rencontre des cultures orientales et occidentales, ce qui a enrichi l'Italie d'idées nouvelles et de technologies exotiques. Il y avait également les familles influentes. Certains aujourd'hui appelleraient ça des mafias. Mais on ne parlait pas de ça. Donc les Médicis à Florence ont soutenu les artisans et les penseurs de leur temps. Cosme de Médicis par exemple a patronné des figures emblématiques comme Michel-Ange, Botticelli et Brunelleschi, qui permettaient à ces artistes de créer des œuvres majeures. Le mécénat était également un moyen pour ces familles de consolider leur pouvoir politique et leur prestige. Également, on a l'investissement dans l'art et l'architecture, ce qui crée une dynamique d'émulation entre les cités-États, où chacune cherchait à surpasser les autres par la grandeur de ses projets. Cela a conduit à la construction de monuments emblématiques comme la coupole de la cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence. Je vous invite d'ailleurs à aller la visiter. Également, il y a une compétition entre ces cités-États. Contrairement à d'autres régions européennes, l'Italie était divisée en une multitude de cités-États indépendantes, donc Florence, Venise, Milan, Rome. Cette fragmentation politique a favorisé une compétition culturelle intense.
Chaque cité cherchait à surpasser les autres en attirant les meilleurs artistes, écrivains et architectes. En fait, c'était un petit peu un soft power de l'époque, hein. Le fait d'avoir la plus belle culture ou la plus grande culture avait une influence considérable sur les autres cités-États. Chaque cité-État possédait sa propre cour, où les arts et les sciences étaient encouragés. Les princes, ducs, rivalisaient pour attirer les meilleurs talents. Les cours de Milan sous les Sforza ou de Mantoue sous les Gonzague en sont des exemples emblématiques. Il y avait également des artistes et intellectuels qui voyageaient librement entre ces cités-États, ce qui favorisait ainsi la diffusion rapide des idées et des innovations. Cette mobilité dynamique a permis une synergie unique entre les talents de différentes régions d'Italie, renforçant la créativité et la diversité des approches artistiques et intellectuelles. On retrouve également l'émergence de l'humanisme, c'est un mouvement intellectuel révolutionnaire. L'humanisme comme retour à l'homme. L'humanisme est au cœur de la Renaissance et met l'accent sur la dignité, la liberté et le potentiel de l'homme. Inspiré des textes classiques, ce mouvement s'opposait à la vision théocentrique du Moyen-Âge. Les humanistes tels que Lorenzo Valla et Marsile Finzi ont exploré des domaines aussi variés que la philosophie, la politique et les sciences. Il y avait une importance des écrivains et des penseurs. Des figures comme Pétrarque et Boccace ont joué un rôle fondamental en redéfinissant les concepts d'éducation et de culture. Ils ont valorisé les studia humanistis, études humanistes, comme la grammaire, la rhétorique, la poésie, l'histoire et la philosophie morale contribuant à l'évolution intellectuelle de l'époque. Dites-moi d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un petit poème, c'est avec plaisir. Également l'invention de l'imprimerie par Gutenberg au milieu du XVe siècle, qui permet une diffusion massive des œuvres humanistes. Les textes anciens et les traités modernes ont pu être accessibles à un public plus large, accélérant ainsi la propagation des idées de la Renaissance. Il y a également des innovations techniques et scientifiques, une révolution des savoirs. Les progrès dans les arts plastiques, la Renaissance a vu l'émergence de techniques artistiques révolutionnaires, telles que la perspective linéaire, maîtrisée par des artistes comme Léonard de Vinci, vous devez connaître lui, et Raphaël. Ces avancées ont transformé la manière de représenter la réalité, offrant des œuvres d'un réalisme et d'une profondeur inédite. Il y a également l'Italie de la Renaissance qui est un foyer d'innovation scientifique. Des figures comme Galilée ont posé les bases de la méthode scientifique moderne, tandis que des ingénieurs comme Brunelleschi ont repoussé les limites de l'architecture avec la réalisation comme la coupole de Florence. Il y a une interconnexion des disciplines également. L'art, la science et la technologie étaient souvent intégrés dans une vision holistique du savoir. Léonard de Vinci illustre parfaitement cette synergie en tant qu'artiste, ingénieur et scientifique, incarnant l'idéal de l'homme universel de la Renaissance. Il y a également la papauté comme mécène, avec un rôle de l'Église majeure. À Rome, les papes de la Renaissance tels que Jules II et Léon X ont financé des projets ambitieux pour restaurer la grandeur de la ville. Des artistes comme Michel-Ange et Raphaël ont été employés pour créer des chefs-d'œuvre tels que la chapelle Sixtine et les chambres de Raphaël. Paradoxalement, l'Église a également été une source de débats et de contestation, notamment avec les prémices de la réforme protestante. Ces tensions ont conduit à une réflexion renouvelée sur la spiritualité, influençant les arts et les idées de la Renaissance. La Renaissance a vu aussi une coexistence unique d'œuvres religieuses et profanes, reflétant un monde en transition où la foi et la raison tentaient de trouver un équilibre. Également, un événement dramatique va bouleverser toute l'histoire de l'Europe et va accélérer la Renaissance italienne. Cet événement se passe en 1453, où la prise de Constantinople est faite par les Ottomans, qui marqua la fin de l'Empire byzantin et bouleverse l'équilibre géopolitique de la Méditerranée. Ce moment charnière eut des répercussions profondes sur l'Europe, particulièrement sur l'Italie qui accueillait une vague d'intellectuels byzantins, fuyant les conquêtes ottomanes. C'était ce qu'on peut appeler la fuite des cerveaux. On en avait fait d'ailleurs une vidéo. Si ça vous intéresse, je vous en reparlerai. Avec la chute de Constantinople, de nombreux érudits byzantins, porteurs d'un savoir exceptionnel, cherchaient refuge en Europe, principalement en Italie.
Ces intellectuels apportaient avec eux des textes anciens, des idées philosophiques et des connaissances scientifiques qui avaient été préservées et enrichies dans les bibliothèques de Byzance, les célèbres bibliothèques qui ont pris feu. Parmi ces apports, on trouve des œuvres fondamentales de Platon, Aristote, Homère, Euclide et Hippocrate, parfois inconnues ou oubliées en Europe. Ces manuscrits rédigés en grec ancien devinrent des ressources précieuses pour les humanistes italiens, qui transformèrent, on peut le dire, de la pierre en or. Il y a également les érudits byzantins tels que Jean Agriopoulos et Bessarion qui jouèrent un rôle clé dans la transmission de ces savoirs. Installés dans des centres intellectuels comme Florence ou Rome, ils contribuèrent à traduire les textes grecs en latin, rendant ces connaissances accessibles au plus large public européen. L'Académie dont je vous ai parlé, platonicienne de Florence, sous l'égide de Cosme de Médicis et de Marcille Ficin, s'imposa comme un centre de diffusion des idées néoplatoniciennes importées de Byzance. Cette synergie entre les traditions intellectuelles orientales et occidentales permit de redécouvrir et de réintégrer les fondamentaux de la pensée classique. L'influx d'idées et de techniques provenant de Byzance transforma la manière dont les arts et les sciences étaient perçus et pratiqués en Italie. L'étude des proportions et des perspectives, ainsi que les mathématiques par des figures comme Piero della Francesca, étaient grandement influencées par les savoirs orientaux. De plus, l'exode byzantin enrichit les débats philosophiques autour de la foi et de la raison. La confrontation des perspectives chrétiennes occidentales avec les traditions grecques orthodoxes stimula une remise en question des dogmes établis et ouvrit la voie à une réflexion plus large sur la place de l'homme dans l'univers. L'homme devint en quelque sorte le centre de l'univers. Ce n'était plus Dieu, c'était un changement fondamental énorme, une vraie révolution intellectuelle et spirituelle. Parallèlement à cet exode intellectuel, la chute de Constantinople perturba les routes commerciales reliant l'Europe à l'Asie, notamment la célèbre route de la soie. L'Italie, en particulier Venise et Gênes, profitaient de cette situation en renforçant leur activité commerciale en Méditerranée et en développant des routes alternatives. Ce regain de dynamisme économique favorisa les investissements dans les arts et la culture, contribuant à l'essor de la Renaissance. Ajoutez à cela un facteur spirituel italien qui souhaitait rétablir une forme de l'Empire romain, du moins sur sa beauté architecturale. D'autres thèses expliquent également pourquoi la Renaissance s'est développée en Italie, du moins des thèses, on va dire, un peu plus incorrectes. La première d'entre elles est que la Renaissance n'a jamais eu lieu, l'argument étant que la période a simplement vu une continuation de l'art et de la philosophie médiévale avec quelques légers changements dans le sujet et que pour la plupart des gens, la vie n'était en fait pas différente. Également, les savants byzantins qui sont venus en Europe ont développé un intérêt accru pour le monde classique, ce qui a conduit à son tour à un désir accru pour l'art et la philosophie qui représentait le monde antique, une sorte d'Éden que la Renaissance cherchait à retrouver. La troisième raison, souvent avancée, est que les conditions en Italie pendant ces périodes étaient complètement uniques. Contrairement au reste de l'Europe, l'Italie du Nord avait réussi à établir une paix durable et une guerre précédente entre Venise et Milan s'était terminée avec tout le monde d'accord. Afin d'éviter de nouvelles guerres et de nouvelles suprématies, l'art aurait été un objet de compétition entre les cités-États. De plus, il y avait d'énormes échanges commerciaux entre ces cités-États italiennes et les territoires ouest-asiatiques. Cette possibilité du mécénat, combinée à des liens culturels étroits et au fait que personne ne voulait vous assassiner, a conduit à l'épanouissement des arts et de la philosophie. La quatrième raison était la peste. Saurez-vous que la peste bubonique a tué beaucoup de gens en Italie, en particulier à Florence, qui a été ardemment touchée? La théorie est la suivante, c'est que tous ces morts signifiaient que les emplois ne pouvaient pas être pourvus, ce qui a conduit à des personnes qualifiées et ambitieuses à se rendre dans les villes pour être mieux payées. Ce travail a été payé par ceux qui recevaient des gains inattendus de la part de leurs proches qui avaient récemment accueilli la peste. Et il est également avancé
que la perte soudaine de tant de personnes a provoqué chez les gens une sorte de choc qui a mené à réévaluer la vie et son sens. Ainsi, les riches ont dépensé plus d'argent dans l'art, l'architecture et la médecine, ceci comme une célébration de vie et de foi. En tout cas, ce qui est sûr, pour répondre à la question, c'est que les Italiens de la Renaissance et vous pouvez liker, partager et commenter cette vidéo. Vous pouvez également me laisser un don sur Tipeee. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!